Florent Souillot, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour la présentation d'un livre écrit, alors je ne sais pas comment on dit maintenant, à deux ou à quatre mains, hein, je le montre à la caméra, Yves-Marie et Florent Souillot, pour un livre qui s'appelle, dont le titre est La guerre de l'attention, et juste en dessous, comment ne pas la perdre. Avant de vous présenter, j'ai une première question sur ce titre, parce que vous-même et tous les deux et votre éditeur, donc l'échappée, je pense que vous avez fait exprès de maintenir l'ambiguïté linguistique, car en français, le là de votre sous-titre désigne soit la tension, soit la guerre, dont on comprend en vous lisant, mais ça on va le découvrir, que cette guerre est déjà lancée. La perdre, de qui parlez-vous? Bah, des deux. Des C'est deux. pour ça qu'on joue là-dessus. Très bien, Des deux, de la tension et de la guerre qui est d'accord. menée pour la capter et comment la Alors, récupérer. on verra tout à l'heure, dans notre discussion, en français, on a cette expression qui dit prêtez-moi attention quelques minutes, hein, ou quelques heures, et on ne dit pas donne-moi l'attention. Hein, c'est l'attention, c'est quelque chose que l'on prête, hein, et comme si c'était une forme de cadeau, si je puis dire, mais un cadeau qu'on ne donne pas. Hein. On reviendra sur ce jeu de mots en français. Donc, tous les deux, vous êtes fondateurs et animateurs, tous les deux avec Yves-Marie, hein, qui n'est pas là. Vous êtes fondateur et animateur de l'association Lève les yeux. Et vous, Florent, par ailleurs, vous êtes responsable du numérique chez Gallimard Flammarion. Je suis allé consulter le site internet de l'association Lève les yeux et j'ai lu ceci avec attention, si j'ose dire. Lève les yeux est une association de 1901 à but non lucratif fondée en juin 2018 par des amis inquiets face à tous ces yeux baissés. Présents au pluriel à Marseille et à Paris, nous luttons contre la dépendance aux écrans par la reconquête de l'attention et la promotion de la déconnexion. Nous animons des ateliers de prévention auprès d'enfants, adolescents et parents et proposons un label de lieux déconnectés et participons au plaidoyer du collectif Attention. Alors, page 53, j'ai lu à propos de votre association, vous posez la question, je cite, à la question qu'est-ce qui a motivé la création de l'association Lève les yeux, vous dites, on pourrait répondre en un mot, un malaise. Alors, de quel malaise est-il question ici, Florent? Ah bah, tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation à échanger aujourd'hui. Un malaise, c'est un sentiment partagé collectivement par un premier cercle amical et puis des gens autour de nous, une sorte d'intuition que quelque chose se passait qu'on ne contrôlait pas à notre insu, qu'on avait tout d'un coup comme ça un quotidien qui était devenu différent à cause des écrans et en particulier des smartphones qui sont arrivés dans nos vies il y a déjà presque plus de 15-20 ans, mais et progressivement, mais il y a quelques années, tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé avec ça dans les mains. Et donc, ce malaise, c'était de croiser des gens dans la rue sans croiser leur regard, de croiser des parents qui ne regardaient plus leurs enfants, des enfants qui cherchaient le regard des parents, voire qui étaient eux-mêmes sur leur propre smartphone, même des bébés. Et donc, c'était ce sentiment un peu diffus qui se perdait quelque chose là-dedans. On était finalement dans des moments censés être collectifs, de dialogue, de sociabilité courante, hein, vraiment, et même dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, toutes ces interactions humaines étaient polluées par ces smartphones. Donc ça pouvait prendre la forme de notifications, de mails, d'appels, de moments de repas qui tout d'un coup étaient devenus silencieux. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très très concret, très ressenti presque physiquement, sur lequel petit à petit on a commencé à mettre des mots et on s'est dit organisons-nous, essayons quand même de voir ce qu'il y a là. On était tous plus ou moins urbains avec des enfants, confrontés à cette question à l'école, confrontés à cette question dans notre vie professionnelle. Donc c'est venu de ça, ce malaise, c'est comment ensuite le nommer et puis essayer collectivement de réagir à cette sensation d'envahissement de nos vies par les écrans.
Alors, votre ouvrage est publié dans une collection qui est intitulée Pour en finir avec. Et je lis le propos en ouverture de votre livre. Critique de la servitude volontaire, de l'aliénation quotidienne, de l'oppression et des inégalités, la collection Pour en finir avec développe des analyses radicales, radicales au sens littéral du mot, qui visent à agir sur la cause profonde des effets qu'on veut modifier. Alors, on va voir que votre livre, effectivement, est complètement de plein pied dans la collection. J'allais dire, on est en présence de deux lointains descendants de la Boétie, hein, je pense sur la critique de la servitude volontaire. Et nous allons donc constater que vous évoquez une question essentielle de notre rapport intime à ce que vous appelez une guerre, dont nous sommes tout à la fois, c'est important, je crois qu'il faut le dire, acteurs et victimes. Alors, cet échange, je le dis pour ceux qui nous écoutent, va prolonger l'échange qu'on avait pu avoir, que j'ai pu avoir, et la présentation que j'ai pu avoir du livre, du dernier livre de Bruno Patino, Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge. Mais je voudrais dire que votre livre, comment dire, se situe dans, on pourrait presque dire, un cri d'alerte ou un cri d'alarme, hein. Je vous lis, hein, vous posez les termes du tsunami, de la marée de silicium et de coltan. Je sais pas comment on dit, si on dit coltan ou coltan. Hein. Ouais, coltan. Vous dites un tsunami qui a tout recouvert, et cette vague, dites-vous, ce sont les écrans. Vous citez un chiffre de médiamétrie. On en compte 7 par foyer en France. Ça, c'est page 9 de votre livre. Et aux États-Unis, déjà 13 hein, en moyenne. Hein. C'est quoi les principaux dangers? Donc, vous en avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais de tous ces écrans. Et donc, vous dites que finalement, ils aboutissent à ce qu'il n'y ait plus d'en dehors et d'en dedans. Autrement dit, ils séparent plus les lieux. Alors ça tient notamment au fait qu'aujourd'hui, on a l'écran dans notre poche, sur notre poignet, autour de nous dans les espaces publics, alors qu'on a grandi, moi je suis trentenaire, et puis les gens plus âgés, dans des espaces relativement préservés des écrans. Et à ce titre, par exemple, la télévision était finalement un support ancré dans le temps, ancré dans l'espace, encore assez collectif. Et puis avec la console de jeu et maintenant Internet mobile, les fameux smartphones, on porte cette connexion et ces écrans en permanence. Donc on n'a plus le même rapport à l'espace privé, pas seulement aux données privées, à tout ce qu'on peut laisser en ligne, mais véritablement notre rapport très concret à l'écran. Aujourd'hui, on porte notre connexion à tout moment, en tout temps. On a, vous en parliez, un label de lieu déconnecté, c'est pour expérimenter la déconnexion. C'est une chose qu'on ne fait plus, à part en dormant, mais on dort de moins en moins. Ça fait partie notamment des premiers effets directs des écrans. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez différent et qui, avec les objets connectés, avec les interfaces vocales, sonores, avec toute une panoplie comme ça de nouveaux moyens d'accès et d'interface avec le numérique qui va grandissant, dont le nombre est exponentiel, qu'on nous promet avec la 5G, la 6G, etc. Ça va être encore plus diffus, encore plus permanent. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui payent très cher pour faire des séjours de déconnexion. Vous avez vraiment tout. On parle des gares, des rues, des écrans publicitaires, animés. Quand on fait la somme de tous ces écrans, on parlait des chiffres là, 7, 8, c'est même avant le confinement. Faut bien vous dire qu'il suffit de prendre la télévision, les consoles, les tablettes, les smartphones. On est vite à 6, 7. Si vous rajoutez des objets connectés, si vous rajoutez les écrans publicitaires animés dans les gares, dans les rues, dans certains commerces, vous voyez qu'on baigne comme ça, littéralement, dans un flux, quelque chose d'assez fluide, qui est lié aux écrans et qui est fait d'écrans et de leur consultation, avec une sollicitation permanente de notre attention. Donc c'est ce qu'on développe aussi dans le livre. Des appels constants, des milliers d'appels essentiellement publicitaires, faits à notre attention consciente, à notre attention réflexe. Et aujourd'hui, c'est très perceptible, notamment dans les transports en commun, dans les grandes villes, dans les lieux où on travaille, mais aussi à l'école, ce qu'on dénonce. Donc ça dépend évidemment des endroits, hein, il y a encore des zones blanches, etc. Mais disons que pour une grande partie des citoyens, aujourd'hui, la vie se fait sur écran et c'est même devenu leur principale activité éveillée aujourd'hui en termes d'heures passées dessus.
Alors On est à plus de 10 heures. ouais, c'est ça. Oui, On va voir les chiffres, c'est très impressionnant, et en particulier chez les jeunes. Et vous écrivez aussi que ça touche le monde entier. Alors, c'est pas vous, je crois, Florence, c'est Yves qui a vécu, je crois, 4 ans en Birmanie, si j'ai bien compris, hein. ouais, c'est ça. Vous dites que, bon, dans le livre, hein, ça touche la Birmanie, le Népal, le Bhoutan, hein, qui pourtant s'est rendu célèbre dans le monde avec son indice BNB, là, le bonheur national brut, hein, et la vague, dites-vous, elle touche aussi toutes les classes d'âge et tous les âges, toutes les classes sociales et tous les âges. Je me posais la question quand même, pour savoir si il y avait quand même pas des différences dans au niveau social ou dans les classes d'âge. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on parle d'un nouveau fléau qui serait comparable à ce qu'on a pu connaître dans la première moitié du XXe siècle, qui était l'illettrisme, hein. On parle aujourd'hui d'électronisme, c'est-à-dire des effets très terribles d'incapacité qu'aurait une partie de la population à pas pouvoir se brancher ou se connecter. C'est presque l'effet inverse. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Nous, c'est quelque chose qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'on milite, et là, c'est vraiment une part importante du travail de notre association, pour que les gens aient toujours le choix de se connecter ou pas. Donc, être un collectif pour la déconnexion, aujourd'hui, c'est a priori quelque chose qui est parfois perçu de façon un peu négative comme volonté de retour en arrière, mais la réalité des faits, c'est que aujourd'hui, on force les gens à se connecter, on les force à se former, on dépense des fortunes pour les former partout. Ça passe par l'administration publique qui numérise l'essentiel des services, ça passe par les transports, ça passe par la santé, ça passe par voilà, tous ces services publics qui ont pris le train en marche et qui sont des vecteurs d'accélération de la numérisation de notre société. Ça veut dire que on ne conçoit plus l'accès à du bien commun autre que par le numérique, ce qui pose de graves problèmes démocratiques parce que les gens sont pas pour, on leur a pas demandé leur avis. Les gens voudraient des guichets avec des gens dans les gares, les gens voudraient un humain, des numéros de téléphone fixe qu'on leur réponde. Donc, sous couvert d'optimisation, de gain d'efficacité et puis de capacité à contrôler les choses, on va au contraire leur imposer des formations, couvrir tout le territoire et réduire ce qu'on appelle une fracture numérique qui, du point de vue social, n'est plus la même aujourd'hui parce qu'en réalité, quand vous parliez des questions sociales, par exemple, et des classes sociales, plus on est dans des classes aisées, avec du temps, avec un discours de prévention, avec l'accès à d'autres activités, moins il y a d'écran. Oui, C'est assez naturel parce que les parents ont conscience que ça pose problème. ouais, ouais. C'est très net, ça. Et Vous dites, hein, pardon, dans une famille aisée, un enfant passera moitié moins de temps devant un écran, 1h30 par jour, que dans une famille pauvre. Et il y a un autre chiffre qui est très spectaculaire. Vous dites, par rapport au niveau de diplomation différencié des mères, hein, avec la problématique de capital culturel que cela génère, de différence de capital culturel, la moitié des enfants dont la mère a un bac+2 regardent la télévision tous les jours, pour 4 enfants sur 5 chez les mères qui n'ont pas de diplôme après le bac. Ça, c'est très important parce que, d'une certaine façon, c'est, j'allais dire, c'est une fracture de capital culturel à inverser, quoi, hein. absolument. Et alors on tire ces chiffres de l'essai de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital, Ouais. qui est paru il y a maintenant 3 ans, Vous y faites référence. qui cite plus de 1500 études et qui, comme ça, remet à jour tout un corpus de chiffres, hein. Donc les études sont là et le montrent bien qu'il y a un enjeu social derrière ça. La caricature, c'est l'exemple des familles de personnes qui travaillent dans la conception des services numériques, des grandes plateformes américaines, qui eux-mêmes sont dans des écoles très chères, privées d'écran, sans écran. Ce sont les universités de prestige où on apprend sur des livres scolaires, sans écran, on écrit à la craie, où on a toujours cet acte-là qui est un acte fort de pédagogie active des élèves, alors qu'en face, on a des territoires où on suréquipe en tablette, où au même titre que d'autres mots de ce que nous, on dénonce comme une forme de capitalisme et de dégradation de l'humain, d'aliénation, au même titre que la malbouffe, que la question d'autres addictions, on vient comme ça
euh, suréquiper ces populations. On vient, c'est une forme de pacification sociale, c'est une forme aussi comme ça, de mots de la société. Et ces personnes-là, ces quartiers, on fait beaucoup d'ateliers d'éducation populaire, notamment à Marseille, mais dans les quartiers dits prioritaires. Et là, on est vraiment avec bah, toute une corrélation de problèmes que les écrans viennent encore accentuer. Donc les questions, effectivement, de harcèlement, de familles, de parents isolés, quand on a plusieurs frères et sœurs, quand on peut pas sortir parce que dehors c'est compliqué, quand on est constamment sur les écrans du jour au du matin jusqu'au soir. Ça s'expérimente vraiment là. Donc il y a une hypocrisie derrière sociale forte qui tient à la façon dont on va c'est une forme de marchandisation, on va dire, et vraiment de pacification sociale, d'équiper le plus possible ces quartiers-là, oui. Alors, on va y venir justement, puisque vous employez le terme de marchandisation dans tout ce que vous développez, qui est le cœur de votre ouvrage, hein, sur la marchandisation de l'attention. Hein, c'est essentiel. Hein, c'est vraiment. Mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur ce que vous appelez le fameux tsunami. Hein, les chiffres donnent complètement le tournis. Hein, 79% des Français possédaient en 2019 un smartphone. Il s'en vend 40 par seconde dans le monde, 3 600 000 par jour, 110 millions par mois et 1,3 milliard par an. Moi, je vais ajouter d'autres chiffres. Il y a un site qui s'appelle, je sais pas comment on prononce exactement, Hootsuite ou Hotsuite, qui estimait en octobre 21 que 67,1% de la population mondiale possédait un smartphone. Donc, il y a 5,3 millions, 5,3 milliards d'êtres humains, 5 milliards 300 millions d'êtres humains qui qu'on appelle des mobinautes. Je me suis même dit que peut-être plus encore que le crayon à papier, c'est peut-être un objet qui n'a jamais été autant partagé par l'humanité. Ça fait à peu près une petite dizaine de minutes qu'on échange. Il s'est déjà vendu 25 000 smartphones dans le monde depuis que nous parlons. Dans tous vos travaux, parce qu'il y a une bibliographie qui est passionnante, hein, vous avez vraiment mobilisé un appareil bibliographique important. Est-ce qu'il y a eu une évaluation d'un phénomène comparable à ce que Enki Bilal appelle le bug dans ses derniers ouvrages? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un effondrement total du système numérique? Aujourd'hui, ça serait quelque part le triomphe de la déconnexion. Mais qu'est-ce qui se passerait? Ah bah, je suis bien en peine de vous le dire. Ce serait pas un triomphe, hein, ce serait une façon assez violente de revenir à des rapports exacerbés, encore plus violents que l'ère avant les écrans. Parce que le Ça pose des traumatisme, graves problèmes. oui, parce Oui. que le traumatisme généré par l'addiction créerait des effets de manque terribles, c'est ça, hein? Certainement. Alors après, prenons l'exemple des petits-enfants qui passent tout leur temps sur les écrans. Une note un peu positive quand même dans tout ça, c'est que une fois qu'on les déconnecte, qu'on se déprend des écrans, les capacités de langage, de communication reviennent assez vite quand même. Donc c'est ce qui quand même donne du baume au cœur à tous les pédopsychiatres, à tous les professionnels de la petite enfance, c'est que quand on fait des défis déconnexion, quand on fait vraiment du soin curatif d'addiction et de troubles attentionnels, on peut quand même, avec la déconnexion et d'autres activités, retrouver un mode de vie normal et plus épanoui. Donc, on peut se déprendre. Après, ça pose effectivement des enjeux absolument cruciaux et structurels du point de vue énergétique, du point de vue écologique, du point de vue politique. On en parle dans le livre, c'est-à-dire que vous avez à la fois tous les enjeux sanitaires qui sont très visibles chez les enfants, qui sont en première ligne, les questions éducatives, évidemment, et tous les enjeux politiques et écologiques, sociaux que ça implique. C'est-à-dire qu'une vie passée sur écran n'est pas la même que celle sans écran. L'écran nous isole, nous replie, nous fait baigner dans un techno-cocon qui est une forme d'illusion de confort, d'illusion de dialogue, qui politiquement participe à une forme de dévitalisation, de désertification, même nous, c'est ce qu'on dit dans le livre. Donc, on ne maîtrise pas encore toutes les conséquences de ce que, ne serait-ce que font les écrans. Alors, que font les écrans arrêtés? On le mesure à des petites échelles, on va dire, dans nos travaux.
mais ce serait certainement un moment de paralysie et d'effroi et certainement de redécouverte. Alors, je pense pas que s'il est subi, ce soit quelque chose d'heureux, Mhm. malheureusement. Donc, l'important, c'est de le choisir avant. C'est un peu Mhm. comme on appelle dans le livre une forme de décroissance raisonnée, de régulation, de déconnexion et de décroissance. Mhm. C'est le pari de le faire de façon réfléchie, consciente, et de ne pas le subir, justement, de ne pas subir l'arrêt total, et puis l'anarchie, la guerre civile, tous ces récits de science-fiction hyper sombres, Mhm. Mhm. euh, comme celui d'Enki Bilal. Mhm. Parce que les chiffres, là encore, vous dites les 16-24 ans passent entre 11h45 et 13h30 devant un écran par jour. Donc vous dites que les 2 tiers du trafic Internet mondial passent par les smartphones. Et vous dites, en fait, on est aux environs de 17 heures éveillés par jour, hein. Alors ça redescend un peu chez les adultes, 10 heures devant les écrans. Qu'est-ce qu'on y fait devant ces écrans de smartphone? Est-ce qu'on arrive à savoir? Évidemment, on comprend qu'on s'instruit pas, on s'amuse, entre guillemets, on fait quoi? Alors, dans les grands usages, on communique et on se divertit. D'accord. On communique sur des plateformes de communication, on consulte des vidéos et on se divertit avec la consultation d'images animées, euh, de vidéos, de musique et de jeux. On a, nous, souvent l'impression trompeuse que on peut avoir accès à tout le savoir Oui. numérisé mondial, à toute l'information transparente et directe, sans filtre. Alors c'est le cas, mais ce sont des usages qui sont clairement qui sont minimes comparés au reste. Donc dans les grandes masses, en réalité, l'essentiel du temps éveillé que passe l'être humain aujourd'hui, quelle que soit la classe sociale, le pays, le contexte politique, se fait sur des grandes plateformes, les fameux GAFAM dont on parle dans le livre, et puis tous leurs satellites qui utilisent les mêmes codes de conception, Mhm. parce qu'elles sont précisément conçues, designées, pensées pour maximiser le temps d'écran, maximiser la quantité de données personnelles que les personnes consentent à laisser Mhm. Mhm. sur leur vie en ligne. Donc, je veux dire, il n'y a pas de culpabilisation individuelle à avoir là-dessus. C'est fait pour, c'est normal, ça rend addict. On le fait de façon inconsciente, on y est constamment, on ressent des effets de manque très forts dès qu'ils sont plus là, dès qu'on capte plus, dès qu'on Mhm. Mhm. brise cette routine quotidienne de consultation de tout cela. Donc, que ce soit Google, Apple, Amazon, Facebook, toutes ces plateformes sont passées maîtresses là-dedans. Et aujourd'hui, ça a des effets délétères. Alors, il y a les questions de santé. Je ne sais pas si après on pourra détailler chacun des Si. pans un Mhm. peu Donc, je vais peut-être pas m'apesantir tout de Mais suite oui, mais là-dessus, mais en tout cas, il allez-y, faut. hein, allez-y, Florent, hein, si vous voulez, oui, allez-y. Oui, oui, bah alors nous, on essaye de comme ça de faire un tableau un peu général, un peu panoptique des questions. Il y a les questions très directement visibles qui sont liées aux enfants et aux problèmes sanitaires dans le développement du cerveau. Il faut savoir que le cerveau, aujourd'hui, il est attaqué dès 2 ans, même avant 2 ans par les écrans. Les crèches, il y a des écrans dans les crèches, il y a des écrans dans les maisons, il y a des écrans dans les chambres. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de renouveler complètement le discours de prévention, de dire pas d'écran avant 5 ans, aucun Mhm. écran. Ensuite, 1 heure par jour, entre 5 et 10, et pas de smartphone avant 15 ans. Ça, c'est une façon de renouveler un discours qui, aujourd'hui, à notre sens, n'est plus à jour, qui est celui du 3-6-9-12, un petit peu Mhm. classique, Mhm. qui est à partir de 3 ans, on peut en faire ce qu'on veut. La réalité des usages, la réalité de l'équipement, la réalité de ce qu'on fait sur Internet nous pousse à dire que ça ne suffit plus. Et donc, c'est un cri d'alarme en ce sens, ce dont on parlait, qu'on remonte. Donc, il y a ces questions vraiment d'ordre développement cognitif de l'enfant. L'écran vient attaquer directement le sommeil, la capacité à échanger, à dialoguer, à mémoriser, la vue. Donc, notre cerveau se développe, est très malléable à ces âges-là, et attaqué à coups de shoot de dopamine par des interfaces et par la captologie, dont on parlera peut-être après, Oui, bien sûr. ça pose de graves problèmes vraiment de santé. Donc c'est un problème de santé publique qui est mal adressé aujourd'hui, qui est balbutiant parce que c'est assez récent. Et puis le fait est que la loi vient toujours bien après la technique sur ces questions. Mhm. Mhm. Ça pose des problèmes sociaux, d'isolement, de baisse de l'empathie. Notre collectif s'est un peu fondé avec cette idée que l'empathie, l'attention à l'autre sont des notions fondamentales de notre humanité et que on peut aujourd'hui, il y a une chercheuse qui s'appelle Cherry Turkle, dont on parle dans le livre, qui diagnostique une baisse corrélée entre l'usage des écrans pardon, et la baisse de l'empathie. Il y a aussi les Euh, travaux de, on va y venir, d'Eva Illouz, hein,
dont vous Oui, bien parlez, sûr. hein, voilà. Hein. Je montre à la caméra parce que c'est toute la quatrième partie de votre travail hein, qui est vraiment passionnante, hein, qui s'appelle donc Politique de protection de l'attention, avec deux grands chapitres, hein, protéger les enfants et pour toute la société. Et là vous êtes vraiment, j'allais dire, dans une dimension de proposition. Hein, donc encore une fois, c'est pas, il n'y a pas qu'une critique radicale, il y a des propositions de solutions, alors qui sont radicales. Hein. Je voudrais qu'on aborde la définition de l'attention, puisque vous dites dans l'introduction toujours, votre ambition est double. D'abord, décrire la réalité technique, économique et sociale, et in fine politique de la guerre de l'attention. Alors, quelle définition donnez-vous de l'attention? Page 16, il y a un très beau texte dans votre livre sur l'attention. Il y a une douzaine de lignes. Qu'est-ce, c'est quoi votre définition de l'attention? C'est une conscience élargie de notre humanité, de notre rapport à l'action et au monde. C'est une notion très riche et plein de définitions sont possibles. Nous, on essaye de l'extraire du champ économique parce qu'on parle souvent d'économie de l'attention. Donc, on essaye de dire ce n'est pas une question uniquement économique, c'est une question politique et même anthropologique. Donc, pour nous, l'attention est un rapport non marchand, complexe, tissé de corrélations intimes variées, de notre culture, de notre façon de percevoir. Donc, c'est le faire attention à l'environnement direct, ça, on le perçoit tous. C'est l'attention concentration, c'est l'attention émotionnelle, c'est l'attention conjointe et sociale, telle que Yves Citon ou Bernard Stiegler, il y a une dizaine d'années, développaient ces concepts. Nous, l'idée, ça a été de se servir de cette clé-là, de l'attention comme d'une grille de lecture, actualisé 10 ans après, 15 ans après le tsunami dont on parlait, pour le renouveler en des termes politiques. Parce que, et c'est là où c'est intéressant, l'infrastructure de l'économie de l'attention, les plateformes numériques, sont de formidables leviers de conditionnement et de mise en action des individus. C'est pas seulement l'attention au sens où on est distrait ou concentré ou pas, c'est l'attention en ce qu'elle guide notre action. Donc, qui dit action dit politique, qui dit constat collectif dit mesures collectives et partagées, organisation et réponse des citoyens sur ces questions, que ce soit des questions de protection de santé publique ou de protection de l'attention ou d'éducation ou de débat démocratique. Toutes ces questions-là, si vous voulez, l'attention permet de les traverser, de les recomposer. On a aussi cette intuition que sans attention, il n'est pas possible de s'engager politiquement, notamment sur les questions climatiques, les questions plus abstraites dans notre quotidien, mais qui nous concernent très directement, dont le défi vient croissant. Et donc l'attention, je veux dire, c'est tout bête. Hein. Si on est sur un écran, il suffit d'avoir cette image-là, on ne peut pas percevoir ce qui se passe autour. Donc le projet de société qu'on nous vend avec ces écrans, qu'on décrit dans le livre, le projet politique, qui est nommable, hein, qui est clairement issu du transhumanisme, de ces entreprises-là et de la façon dont elles veulent orienter ou pas notre vie collective, doit être nommé, doit être débattu. Nous, on le combat, mais on veut le rendre intelligible. Donc c'est un peu l'effort qu'on fait. Et en ce sens, la captation de l'attention est un acte politique qui nécessite un débat démocratique, citoyen, avec une réponse. Est-ce qu'on veut se défendre contre ça? Est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, il faut protéger, réguler, déconnecter quand c'est possible, et puis défendre des choses auxquelles on tient, l'éducation des enfants, les manières d'apprendre, la vie en société, le débat démocratique, et puis, à notre sens, une forme de décroissance choisie. Alors, à la fin de votre introduction, vous faites l'éloge du livre, hein, du fait qu'il libère notre attention, parce que nous sommes libres de choisir notre mode d'attention et de lecture. Par exemple, moi je vais vous dire, moi je suis assez incapable de lire un livre sur un écran, hein, mais je crois que c'est une question de génération, je suis bien plus vieux que vous, et j'ai mis du temps à passer de la version papier d'un journal à l'ancienne, hein, à la version PDF. Donc je comprends parfaitement ce que vous dites, mais d'autres qui sont soucieux aussi de se battre pour la sauvegarde de l'attention, la protection de l'attention, parviennent très bien à lire des livres sur des écrans, sur des liseuses ou sur des écrans d'ordinateur. Ils lisent pas que des tweets. Et j'allais dire, Chateaubriand, Hugo, le Camus de Noces,
ils écrivent toujours aussi bien sur du papier que sur un écran, si je puis dire. Enfin, la réflexion est sans doute Ouais, stupide, ouais. mais Non, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on arrive à savoir ce que ça change, par exemple, dans la compréhension d'un texte, le fait qu'on lise euh, le dernier jour d'un condamné à mort de Victor Hugo dans une édition papier et sur une liseuse, ça change des choses, ça? alors sur une liseuse, ça change moins de choses. D'accord, Donc les ouais. liseuses, je le rappelle, c'est vraiment des écrans rétroéclairés avec de l'encre électronique C'est qui inerte, ne sont faits que pour lire. c'est inerte, quelque Donc chose, oui, c'est ça. exactement. Ouais, ouais. Ça consomme peu. C'est Mm, des choses où il y a pas de couleur. Enfin, je veux mm, dire, c'est mm, du mm, point de vue juste de la personne qui le découvre, une forme comme ça d'austérité de lecture. mm, Donc la liseuse, mais là, avec la liseuse, on parle en réalité de gens qui sont des grands lecteurs, qui lisent en papier et en numérique, qui lisent en numérique parce que c'est pratique, mm, parce qu'ils peuvent se déplacer avec beaucoup de choses dans leur liseuse, qui peuvent prendre des notes par ailleurs, y revenir, et si le texte leur plaît, enfin ouais, il y a une forme de mm. navigation, de fluidité entre les usages, D'accord, qui est ce que d'accord, les éditeurs recherchent là-dedans. d'accord. Le problème avec le smartphone, avec les tablettes, avec l'ordinateur, c'est que la lecture là-dedans n'est qu'un usage parmi d'autres, qui est très minoritaire. D'accord, ouais. Le Centre national du livre a sorti une étude très récemment sur la lecture chez les plus jeunes. Ce qui est de plus en plus nommé de façon très très directe, c'est la question de l'impact négatif des écrans sur la lecture, sur le temps de lecture, sur le nombre de livres qu'on lit. Et il y a aussi une chose, c'est que la lecture aujourd'hui se fait en même temps que d'autres activités. Mhm. Donc, quand vous lisez sur un smartphone, sur une tablette, aujourd'hui, très concrètement, vous envoyez des mails, vous recevez des notifications, Ouais. vous répondez, vous likez, vous tweetez, vous vous faites livrer quelque chose. Donc, c'est une lecture qui n'a rien à voir Mhm. en termes de concentration, d'attention soutenue. Euh, Nous, on défend le livre. Je veux dire, c'est pas un hasard si, étant dans l'édition, faisant un livre papier, euh, travaillant avec les libraires, on estime que c'est un rempart contre ces risques-là. Et le livre, d'une certaine façon, alors qu'on pense que c'est un peu ennuyeux, que c'est source d'efforts et que ça va demander des efforts de lire, le livre libère notre attention. C'est un objet extraordinaire de ce point de vue-là parce que il est manufacturé, il est fait en grand nombre et pourtant, rien n'est fait pour enchaîner, capter notre attention, ce qui est au contraire est le cas de tous les écrans euh, animés, tablettes, smartphones, ordinateurs, consoles, etc. L'écran vous enchaîne. Quand vous lisez, vous percevez pas ce qui s'y passe réellement, le code qui est derrière. Alors, on peut lire sur écran, bien sûr. C'est juste plus dur. Et pour des personnes qui sont sur écran et qui font autre chose, c'est plus la même lecture. Donc, je D'accord. pense qu'en termes de mémorisation, c'est plus du tout la même chose. En termes de perception de l'épaisseur du livre, c'est plus du tout la même chose. Et puis, on en a une traduction très concrète du point de vue pédagogique, vu qu'aujourd'hui, il y a des livres scolaires papier et des livres scolaires numériques, vu que, de fait, dans de plus en plus d'endroits, le numérique remplace le papier. Les effets en termes de pédagogie sont délétères. C'est-à-dire que plus il y a d'écran, plus les résultats sont mauvais et sont bas. Donc ça veut dire, et une hypocrisie là-dedans, c'est de se dire, ah, il faut en rajouter encore plus, c'est qu'on n'est pas allé assez loin dans l'équipement, dans l'outil d'apprentissage pédagogique éclairé, raisonné, etc. Non, la réalité, c'est que le numérique ne sert pas à l'apprentissage des savoirs quand il est unique, quand il est non choisi, quand il est hégémonique, et notamment organisé autour de grandes plateformes qui captent l'attention. Donc, Mm. il faut avoir conscience de ça. Le livre est un formidable outil de résistance à ça. Et est une chance absolue qu'on a. Nous, en France, on a des libraires, on a des éditeurs, on a des éditeurs indépendants, on a un réseau, une chaîne active, organisée entre elles. Ça n'a l'air de rien parce qu'on est dedans, mais je vous assure que quand vous allez dans d'autres pays, que la librairie n'est pas accessible, que la bibliothèque est loin, quand vous êtes sur écran, c'est pas du tout le même rapport à cet objet. Et l'attention n'est pas la même. Donc, notre capacité à libérer notre attention grâce au livre, à lire quand on veut, comme on veut, à tourner la page, à la déchirer, à revenir en arrière, à noter, à penser à autre chose, à oublier. Ça, ce sont des choses qui, voilà, qui nous paraissent naturelles, mais qui, pour quelqu'un qui ne voit pas de livre dans son quotidien, ne le sont hélas plus. Donc, il est important absolument de défendre le livre, de défendre l'accès au livre, de garantir son accès partout où l'on peut. Et, euh, et c'est ce qu'on fait notamment, nous, dans les collèges, dans les écoles primaires. On essaye toujours voilà, de défendre ça et vraiment de montrer ce qui s'y joue réellement derrière, quoi.
Alors c'est important que vous disiez ça dans une rencontre qui se situe dans le cadre de la librairie Mola, qui est la première librairie indépendante de France, hein, qui a mis le livre, hein, en quelque sorte, vraiment à l'honneur. Je retiens ce que vous dites, hein, c'est une belle image, hein, l'écran enchaîne, et on pourrait presque dire que le livre déchaîne, hein, mais déchaîne au sens de la République de Platon, hein, libère, hein, permet d'enlever les lourds boulets qui sont au pied de ceux qui sont dans la caverne, et qui leur permet de se convertir, hein, c'est-à-dire de se retourner, hein, voilà, hein. Alors il y a 4 grands chapitres ou 4 grandes parties dans votre livre, hein, je les énumère, hein: le coût de l'extraction de l'attention, l'économie de l'attention, dernier bastion de la croissance, c'est le deuxième. Le troisième, la déconnexion, pilier de la transition écologique. Et puis le quatrième, j'ai montré tout à l'heure, politique de protection de l'attention. Vous, le titre de la première partie, c'est le coût de l'extraction de l'attention. Est-ce que si on pouvait revenir peut-être aux travaux de Michel Desmurger, dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, un neuroscientifique français qui a publié donc en 2019 cet ouvrage qui fait référence, hein, La fabrique du crétin digital. Vous le citez parce que vous consacrez plusieurs pages de votre livre à ce que vous appelez des enfants diminués par une trop grande fréquentation des écrans, qui provoque à la fois de l'insomnie et de l'obésité. Je voudrais que vous parliez un petit peu de Lève les yeux, parce que ça me paraît, enfin de l'association, hein, voilà, de votre association, parce que j'étais très frappé de voir que là, on est vraiment dans des actions concrètes, hein, de terrain. Vous parliez tout à l'heure de quartiers dits politique de la ville à Marseille. Les enfants, là, vos militants associatifs ou les professionnels qui travaillent, j'imagine que ça se fait dans le temps, peut-être périscolaire, c'est ça, oui, voilà. Ils parviennent à les décrocher, comme j'emploie le terme volontiers, un peu comme on parle de drogue, hein. Bah, ça dépend des actions qu'on mène. Ouais. Nous, on est sollicité par les pouvoirs publics, les collectivités, pour agir, parce que les parents, les professeurs, les directeurs d'école, d'établissements scolaires se rendent compte que c'est un problème quotidien, accablant. Ça prend la forme des questions de harcèlement, des questions d'accès au contenu inapproprié, violent, pornographique. Donc aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux pour répondre à la demande, clairement. On refuse tous les jours des propositions d'intervention, parce qu'en plus, on est une petite équipe d'une asso à Marseille, entre Marseille et Paris, donc vous imaginez bien que ces problèmes se posent partout. Donc ce qu'on fait généralement, c'est on vient, on essaye d'expliquer ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Vous savez, que ce soit des enfants, des ados, quand on leur explique qu'ils sont le jouet de logique qu'ils ne maîtrisent pas, déjà ils découvrent quelque chose, ça leur plaît pas forcément d'être un objet. Ah oui. C'est un des risques avec ces objets techniques par définition, hein. Ils vous rendent vous-même objet, donc c'est ce qui se passe quand on est addict, on n'a plus le choix, on le fait plus volontairement. Donc quand on leur explique, ok, on passe tant de temps, on y perd ça, vous risquez ça. Déjà, il y a quelque chose, une prise de conscience qui se passe. Ensuite, c'est essentiellement des ateliers pour libérer la parole sur ces questions. Un exemple, quand on demande à des enfants en classe, est-ce qu'ils ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu sur un écran, tout le monde lève la main. Quand on demande, est-ce que vous avez fait des cauchemars, tout le monde lève la main. C'est pas un ou deux, c'est tout le monde. À quel âge à quel âge, là? Bah là, c'est vraiment collège, au collège. Vous voyez, les premiers smartphones, c'est même avant le collège maintenant. On peut à 8 ans avoir un smartphone qui donne accès à tous les contenus, et on est à peu près certain que votre attention sera captée, et par des contenus inappropriés. Le contrôle parental aujourd'hui est balbutiant. Vous accédez, et si c'est pas sur le vôtre, c'est sur celui du grand frère, du cousin, dans la cour, etc. Donc même si commence à y avoir des mesures de prévention, il y a une députée qui s'appelle Caroline Janvier qui essaye de se battre pour ça, pour protéger. La réalité de la vie courante est malheureusement très différente. On a développé un jeu qui s'appelle Planète Déconnexion,
L'idée, c'est de libérer la parole, de se déculpabiliser et puis de faire naître comme ça, par comparaison de situations avec ou sans téléphone. Donc, c'est comme un memory. Ouais. Vous avez le repas où tout le monde est sur son téléphone, se parle pas, celui où les gens se regardent et parlent, la demande en mariage, le sport, bref, ça joue là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que les enfants, tout de suite, ça leur évoque des choses, ils sont tous concernés, et personne n'est, on va dire, préservé des écrans aujourd'hui, hein, ça touche toutes les classes, donc il n'y a pas de... Voilà. Euh, mais ils en parlent et ils commencent à prendre, voilà, à prendre conscience de ça. Il y en a d'autres qui sont très lucides sur ce qui se passe et qui en font clairement, je veux dire, l'influence, le mythe de l'influenceur. On parle des écoles d'influenceurs Oui. dans le livre. On peut aussi se dire, OK, ce système se joue de moi, bah, moi, je vais essayer de tirer ma carte de ça et aller à fond là-dedans, dans la marchandisation. Je vais faire de moi-même une forme de produit marchand que je vais mettre en scène sur Internet. Donc, vous voyez, c'est des échanges qui sont assez divers, mais qui sont souvent lucides. Nous, notre approche, c'est de pas trop culpabiliser, de pas être anxiogène, parce que c'est des questions anxiogènes. C'est pas du tout la faute des parents. Il faut arrêter de croire que c'est de votre faute si votre gamin a vu telle ou telle chose. Non, ces objets sont faits pour ça. La société nous pousse dans tous ces pans, que ce soit au travail, à l'école, à ce que ça arrive. Donc, s'alléger de ce poids-là, commencer à en discuter, à en parler et se ménager des espaces et des moments de déconnexion. On promeut la règle des 4 pas, donc pas d'écran le matin au réveil, pas dans la chambre, pas pendant les repas, pas au coucher. Donc des choses aussi simples que ça, aujourd'hui, doivent être absolument proposées de façon forte, non négociable. Et les retours qu'on a sont en réalité très positifs. C'est-à-dire que merci d'avoir posé la question, la parole se libère. C'est comme les cercles de parole, vous voyez, pour les addictions aux drogues, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on en parle, on sort de l'individuel, on comprend que tout le monde partage le même problème, qui est mal nommé, qu'on a ce sentiment, on parlait de malaise, qui parfois confine réellement à la maladie. Donc c'est le rôle de ces ateliers-là. Si possible sur des temps longs, on fait des défis des connexions qui sont faits sur des mois avec des collèges qui participent. On le fait beaucoup à Marseille. Et donc ça permet aussi d'évaluer dans le temps, de se dire on n'est pas juste une goutte d'eau qui pendant une semaine vient et puis le lundi c'est reparti exactement comme c'était avant. C'est-à-dire qu'on arrive à enclencher des actions plus longues et les retours qu'on a sont toujours chaleureux, humains, positifs. Et c'est la vraie action de terrain quoi, qu'on mène en termes d'éducation populaire au danger des écrans. On a quand même l'impression en vous lisant que, à l'égard de ce tout numérique et des ravages que ça peut provoquer, la puissance publique ou les pouvoirs publics auront la même réaction, empreinte de cynisme et de naïveté qu'il y a pu y avoir face à l'alcoolisme dans les années 40-50, face au tabac à partir des années 70, ou la sécurité routière, ou l'insécurité routière, jusqu'à tout d'un coup, la montée à l'agenda politique soit telle qu'il a fallu prendre des mesures, j'allais dire pour le coup, de coercition. Parce que, page 38, vous évoquez la grande naïveté des ministres socialistes de l'éducation nationale entre 2012 et 2017, Vincent Payon, Benoît Hamon, Najat Vallaud-Belkacem. Bon, après, vous citez Jean-Michel Blanquer et son conseiller Stanislas Dehaene. Bon, à la limite, le dernier, on peut imaginer que dans une approche libérale, peut-être, ou néolibérale de l'éducation, mais les prédécesseurs, qui se présentaient un peu comme les enfants de Jules Ferry, ils ont rien compris ou quoi? Parce que en vous écoutant, je me disais, bon, il y a un travail là de désaddiction, y compris des pouvoirs publics qui paient des prestations d'associations comme Lève les Yeux pour faire des stages de déconnexion, mais qui en même temps font que dans le collège, si vous n'avez pas une tablette pour la saisie des notes ou des devoirs, ou du cahier, vous savez, l'antique cahier de texte que moi j'ai connu, du cahier de liaison, ben vous pouvez pas avoir de relation avec les profs. Enfin, je parle même pas de la phase Covid, je parle de l'avant. C'est très contradictoire, ça, quand même, non? Oui, c'est contradictoire. Pardon, Alors, mais- je veux dire,
quand on dit les pouvoirs publics font appel à l'association pour résoudre, prévenir, c'est rien comparé au rouleau compresseur numérique dans lequel on est pris. Donc la vérité, c'est qu'il y a un sens de l'histoire qui est celui du progrès technique, dans lequel on baigne, nous, notamment en France depuis les années 80. Qui, alors, il n'y a pas de grand complot derrière. Il y a une forme clairement de dépendance au numérique et à la technique, aux industriels qui fabriquent tout ça. Donc il y a des enjeux de profit qui sont colossaux en termes d'équipement, en termes d'usage. Le numérique a été un discours positif parmi les rares qui existent encore, donc c'est normal qu'il soit mobilisé par les politiques. Ils ne sont pas forcément empreints de mauvaises intentions, c'est simplement que la mesure que ça demande, le retour critique, etc., échappe à leur action en la matière et qu'on passe dans des logiques d'équipement. C'est partagé, hein. On parle de l'éducation française, mais on parle de Bruxelles, on parle d'autres pays. Aux États-Unis, c'est encore à un stade encore plus avancé, où vraiment, pour parler de l'école publique a plus de moyens. Ce sont des écoles qui sont subventionnées par des entreprises, dans lesquelles il y a beaucoup d'écrans, des publicités. Voilà, donc je veux dire, là, ils ont tous une tablette Apple, et vous êtes à peu près certains, qui sont dans un contexte de vie marchand constant. En France, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a cette injonction, et il est lié au fait que l'industrie fabrique du doute, comme ça a été le cas pour le tabac, pour le sucre, pour d'autres mots du marché et de la production à grande échelle, industrielle, de produits de consommation. Aujourd'hui, on fabrique du doute, c'est-à-dire on parlait de démiurger, des études qui pointent les problèmes. Il y en a autant qui paraissent pour dire que les écrans, ça dépend fait, que c'est pas si mal, que c'est pas si pire, etc. Donc ça alimente une forme comme ça de doute sur la question. On se dit, on s'en remet à quelques paroles un petit peu très relativistes sur la question de notre rapport aux écrans. Et on se dit, bon, il y a plus grave, c'est pas si grave. Ça forme les enfants à être plus tard des champions du numérique et à travailler dans le numérique, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est pas en étant sur des plateformes de vidéos qu'on apprend. On peut apprendre des choses. Mais encore une fois, 10 heures par jour, partout sur Terre, c'est pas pour apprendre des choses. Au contraire, c'est pour désapprendre. Donc, il y a un seuil comme ça qu'on cite, c'est les 3 ans dont on parlait. Là, à partir de 3 ans, on serait capable de maîtriser les écrans, mais c'est aussi l'âge à partir duquel on est capable de demander à ses parents d'acheter telle ou telle chose. Le pouvoir d'injonction de l'enfant commence à cet âge-là, c'est pas un hasard. Donc nous, on veut reculer. L'OMS dit 5 ans, pas d'écran avant 5 ans. Donc il y a tout ça. Le fait est aussi que les politiques sont pris dans le jeu attentionnel. On parlait de guerre de l'attention parce qu'on est victime et agent. Quand vous êtes vous-même un personnage public aujourd'hui, quand vous êtes élu par des contenus en ligne, par des mécaniques qui naissent en ligne et que vous êtes le produit de ça, c'est très compliqué d'en sortir. Je veux dire, aujourd'hui, les logiques d'audience qu'on avait à la télé il y a quelques années ont été décuplées par le web, par les réseaux sociaux, par notre accès à l'information en ligne. Donc, commencer à critiquer le progrès technique, il faut ne pas être né de ce progrès-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui nécessite une distance que les personnalités publiques et politiques n'ont pas forcément, pas par leur faute, mais parce que c'est pas comme ça. Donc, et les médias traditionnels aussi, hein. Dans votre livre, vous évoquez la fin des médias traditionnels, sauf qu'effectivement, les médias traditionnels, je pense en particulier aux journaux papier, hein, et que ce soit d'ailleurs le New York Times ou que Le Monde, hein, pour ne citer que les deux grands titres français et américains, pardon, ils n'ont jamais eu autant de réduction de leur diffusion papier. Hein, je crois qu'en kiosque aujourd'hui, Le Monde vend pas plus de 30 000 exemplaires, mais il n'y a jamais eu autant de lecteurs du monde par le biais du site internet. Hein. On voit bien là encore le télescopage, quoi. Hein. Clairement, et la bascule quoi, entre les usages. Et ça, c'est notamment dû au fait que les GAFAM ont aspiré le marché de financement de la presse. C'est ce que vous dites, et ont poussé la presse dans les mains des industriels. Donc, la presse indépendante française, aujourd'hui, est loin d'être majoritaire. Vous avez quelques groupes détenus par quelques industriels du numérique. Donc, Xavier Niel, Drahi, Bouygues, etc. sont des gens qui proposent, des opérateurs qui proposent de l'équipement et qui, en même temps, emploient les personnes qui vous donnent accès au contenu d'information. Donc, on le voit assez clairement sur les plus jeunes où l'accès à l'information ne se fait que sur les réseaux sociaux et pas sur Facebook.
Nous, on connaît Facebook, on voit à peu près, bon, sur d'autres plateformes, quoi, d'accès à l'information. Donc l'accès à l'information vérifiée, éditorialisée, ne peut plus se faire sur des plateformes faites pour capter l'attention, sur des rythmes extrêmement rapides. Les plateformes accélèrent nos existences. Elles sont vraiment des vecteurs d'accélération de nos vies, et donc de notre rapport à l'information, au contenu, la nécessité de la pensée, de la lecture, du débat critique, etc. Tout ça disparaît. Donc Twitter est un bon exemple. Si vous vous informez sur Twitter, vous avez l'impression que le monde n'est que un monde de clash violents, virulents, extrêmement rapides et sanguinolents et effroyables. Si vous postez un contenu sur Twitter, pour être repris, il faut qu'il soit violent et saillant. C'est codé comme ça. C'est voulu. Donc aujourd'hui, la grande peur des gens qui conçoivent Twitter, c'est qu'il y ait des guerres civiles et que leur rêve de remplacement de la démocratie par autre chose se heurte à cette réalité que ça se fracture. Je ne vais pas commenter ce qui se passe en ce moment politiquement en France, mais on est là-dedans. Donc, je veux dire, l'effet de causalité est quand même faisable, lisible et réel. Alors, dans votre livre, il y a vraiment des phrases qui sont très intéressantes. Là, avec page 49, à l'ère du marché attentionnel, on part cueillir la reconnaissance et on récolte l'évaluation. Et je voulais mettre d'ailleurs presque cette phrase en relation avec ce que vous évoquez juste avant. On en a dit un mot tout à l'heure, les travaux d'Eva Illouz qui sont passionnants. C'est une très grande sociologue américano-israélienne. Donc, elle a publié en 2020, rapportez-vous, vous le dites, un ouvrage publié La fin de l'amour. On voit que cette guerre de l'attention, elle porte même la technologie numérique à des effets sur les relations amoureuses contemporaines. Vous rappelez ce qu'elle montre, c'est-à-dire des fins de relation par un SMS, par même pas un appel téléphonique. Enfin, c'est assez frappant puisque on est dans une forme de numérisation de l'intime presque. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, si on sort de la sphère privée et qu'on va dans la sphère macro, la démocratie peut-elle être tellement attaquée, la démocratie peut-elle être tellement attaquée par le numérique, Vous dites que la démocratie subit des atteintes majeures aujourd'hui. Vous en avez dit un mot à propos de Twitter. Alors, elles sont nombreuses. Ce qu'on dit, c'est que les GAFAM n'ont pas le monopole de la question en termes d'atteinte à la démocratie. Et il y a bien des endroits où, au contraire, ils sont perçus, et à raison, dans des régimes autoritaires, comme des outils de libération démocratique. Donc, il faut nuancer les choses. C'est l'intérêt de faire un livre, c'est qu'on peut nuancer, essayer de pointer des paradoxes et pas forcément des oppositions, des tensions, des choses qu'on a du mal à résoudre, nous, en tant que citoyens. Donc, on a parlé de l'accès à l'information. Une information, les Français n'ont plus confiance dans leurs médias, encore plus que dans d'autres pays européens. Ça, c'est notamment dû au fait que l'accès à l'information se fait sur ces plateformes, au sein de contenus publicitaires et de plateformes de contenu, et avec des logiques d'audience de plus en plus rapides, avec des contenus violents. Le débat public, donc, en souffre structurellement. Aujourd'hui, la nouvelle agora, c'est en ligne, c'est Twitter. Les journalistes s'informent sur Twitter, relaient les choses sur Twitter, et les choses sont reprises là-dessus, sur des plateformes faites pour capter l'attention, pas pour informer de façon raisonnée, durable, etc. La démocratie, elle souffre de ce point de vue-là. Elle souffre parce que nous, en tant que citoyens, les écrans nous empêchent d'agir. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est grâce à ce qu'on voit en ligne qu'on va être capable de réagir. Et c'est vrai qu'il y a des combats qui sont nés en ligne, et il y a des mots d'ordre qui sont devenus des hashtags, et que certains mouvements démocratiques forts, collectifs, sont nés en ligne. Évidemment, parce que ça fait depuis 15 ans que les écrans sont partout, donc ils naissent forcément à un moment, ils passent en ligne. Mais on devrait au contraire se méfier et se dire, est-ce que les grands mouvements politiques contemporains, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui échappent encore à ces logiques de déguisement de la parole, au sens aiguisé, pas de déguisement, mais vraiment de confrontation violente. La manifestation, par exemple, on en parle dans le livre, est aujourd'hui caricaturale, en tout cas nous, tel qu'on la vit, par exemple, en France. C'est devenu une guerre des images, avec des gens qui se protègent des violences policières par des écrans, des drones qui les surveillent et qui renvoient des images. Et c'est devenu un spectacle. C'est vraiment
de plus en plus violent en plus. Donc, je veux dire, les gens ne vont pas manifester en réalité. Ils regardent les images et puis ça passe en boucle. Donc, ça, c'est un trait démocratique, la liberté de manifester, qui a été modifiée par notre rapport à l'image et par notre rapport aux contenus violents qui sont échangés et aux conséquences en termes politiques de chacune de ces images. Être sur écran, c'est être un peu paralysé quand il n'y a plus d'écran. On parle de paralysie, on parle de mécanismes comme ça de paralysie parce que l'écran nous installe dans un confort. On parle aussi d'Alain Damasio, qui est un écrivain politique de science-fiction, qui parle très bien de ça et qui parle bien de ce cocon, de ce techno-cocon. Donc on est comme ça, enserré dans des individualités qui sont comme ouatées, médiées, où l'extérieur est lointain. Donc c'est très confortable, c'est très fluide, c'est-à-dire que j'évalue tout ce qu'on me donne à évaluer. Ça, c'est l'attention émotionnelle, le désir. Je mets des notes partout. Vous avez remarqué qu'on vous propose de noter tout ce que vous faites en ligne. Aujourd'hui, vous faites quelque chose en ligne, vous avez 5 mails pour vous dire notez, est-ce que ça a été bien, mettez une étoile, etc. Ça, c'est notre cerveau, notre attention émotionnelle qui adore noter, évaluer, se situer. Donc celui-là, il est sur-sollicité, surstimulé. Et ça crée des citoyens qui, de fait, sont confrontés à une tension croissante. Éric Sadin en parle bien aussi dans ses travaux de philosophie politique, entre la réalité de l'existence qui est escalée, le travail, les fins de mois, les contraintes économiques, la contrainte de la vie amoureuse, amicale, etc., la vie en société, et une existence numérique qui n'a plus rien à voir, dans laquelle on vient me livrer, on vient me conduire, on me transporte, je trouve tout, on me flatte constamment. Je vois des choses, on parlait du rapport à l'information, aujourd'hui, Google ne vous montre pas autre chose que ce que vous voulez voir. Ça, c'est fondamental en termes de perception, ça veut dire que Google ne fait que flatter, et les réseaux sociaux à la suite ont pris la même chose, ce que vous voulez voir, et donc à vous conforter dans les fameuses bulles de filtre, qui sont des enjeux démocratiques très directs. C'est ça qu'on appelle, pardon Florent, c'est ça qu'on appelle l'économie de la récompense, enfin la dimension de la récompense, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'évaluation constante, c'est cet homo numericus dont on parle, qui est un homme flatté en ligne, mais qui perçoit la distance croissante qu'il y a et la tension de plus en plus dure à résoudre avec sa réalité de l'existence. Donc le métaverse sera une espèce de paroxysme de ça, avec des existences virtuelles certainement très confortables, et puis des existences réelles, et puis pour le coup politiques plus collectives, etc., plus violentes. Donc faites le calcul à l'heure vraiment d'enjeux collectifs politiques forts, je veux dire de potentielle migration de masse, de rapport à l'autre, etc. Les plateformes font le pari qu'on préférera ce confort un peu sécurisé, numérisé, des bunkers aseptisés globalement, et climatisés, à des espaces dans lesquels on va être confronté non seulement à partager des richesses, mais aussi des souffrances, et une vie collective réellement politique, quoi, et non plus déserte. On voit bien, ça fonctionne comme un puissant anesthésiant. On voit bien, comme disait l'autre, si je puis dire, destiné aussi à libérer des parts de cerveau disponibles. Vous voyez à quoi je fais référence. Alors, vous abordez 3 types d'attention. L'attention saillante, dont vous dites que le but ici est d'industrialiser l'habitude. L'attention émotionnelle, qui vise à orchestrer la récompense, on en a déjà dit quelques mots. Et l'attention exécutive, qui conduit à découper le monde en boucle. Mais je voudrais que vous nous parliez un peu, vous en avez dit un mot tout à l'heure, de la captologie et de ces fameux captologues. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, si je puis dire? Ces gens-là, ils sont employés par des entreprises privées aujourd'hui, donc ils gagnent très bien leur vie. Ils sont assez nombreux, ils sont brillants, très bien payés, et ils sont essentiellement américains. D'accord. Et ils travaillent dans la Silicon Valley. D'accord. Dans les fameux GAFAM, et puis ensuite chez les boîtes qui... Alors on a compris qu'ils mettent leurs enfants dans des dans des écoles où il n'y a pas ça, mais bon. Ok. Alors donc c'est quoi, mais ce qu'ils font, c'est quoi le métier? Ça consiste en quoi? Oui. Alors ça regroupe à la fois des gens qui sont dans le développement informatique, dans le marketing commercial, dans la neuroscience et dans l'analyse comportementale, et de façon plus globale dans le commerce. Donc ces compétences-là sont aujourd'hui réunies au point d'assécher même les filières universitaires qui sont proches de ces entreprises,
Il y a un journaliste qui s'appelle Fabien Benoît qui en parle bien dans un livre qui s'appelle The Valley, qui est paru il y a pas très longtemps, où c'est très clair, on voit la façon dont les captologues sont employés. Donc eux, leur objectif, il est finalement assez moral, c'est ça qui est un peu étonnant, mais à cette échelle, en termes de nombre, on parle de milliards d'individus, on comprend qu'on s'élève à des questions presque morales. Comment modéliser, comment prévoir, comment mesurer et comment influencer les actes des individus en ligne. Ça prend la forme des manipulations de l'attention dont vous parliez, saillantes, émotionnelles, exécutives. C'est une façon de percevoir les choses de façon informatique et algorithmique. Donc l'algorithme est tissé de causalité, de corrélation entre les éléments. Ça veut dire que vous êtes dans des schémas assez binaires, au final, d'action, de tests. Donc vous êtes sur une plateforme, vous envoyez des données, ces données sont collectées, classées, modélisées. Donc votre avatar virtuel est enregistré et puis comme ça se garnit de points de données, on parle de points de données, qui va vous représenter. Le captologue va modifier l'algorithme pour être capable d'influencer cet avatar et de voir si cette influence a une quelconque répercussion sur vous, vos actions. Il y a un documentaire qui s'appelle Derrière vos écrans de fumée qui en parle bien, qui le montre, c'est assez visible et c'est marquant. Aujourd'hui, Facebook a plusieurs centaines de points de données sur tous ses utilisateurs, donc on parle de milliards d'utilisateurs, et donc est capable de modifier ça en permanence. La grande différence avec d'autres formes de manipulation de l'attention plus anciennes, comme la publicité, comme l'art oratoire, vous parliez de Platon, comme d'autres choses. La propagande, aussi vieux que le monde, c'est que l'algorithme, lui, il se modifie en temps réel. D'accord. Et que dans les faits, ces captologues, qui sont quelques centaines, sont capables d'influencer les actes de milliards d'individus à la seconde. Ça nous est dit par des gens qui étaient embauchés et employés par ces boîtes-là, qui étaient eux-mêmes des captologues et qui ont décidé de démissionner et de dénoncer ce qui se passait. Et de dire, attention, il se passe quelque chose ici où l'algorithme a pris le pouvoir, on croit qu'on maîtrise, mais on ne maîtrise pas. Les chefs techniques de Facebook ne maîtrisent pas les risques posés en termes sociaux et politiques de ce qu'ils ont créé. Donc, il y a une forme d'ambiguïté et d'hypocrisie là-dedans parce qu'on parle de technique, donc on parle de choses qu'on maîtrise. On parle de prise de pouvoir d'une forme de population sur d'autres. Donc, la captologie, c'est Computer as Persuasive Technology. Les ordinateurs comme technologie de la persuasion. Qui dit persuasion dit action. Qui dit action dit conditionnement, risque sur le libre arbitre. Aujourd'hui, quand vous utilisez ces plateformes, personne ne vous dit très clairement ce à quoi sont destinées et ce qui va être fait de ce que vous y faites. Que ce soit pour des annonceurs ou pour d'autres clients qui achètent ces modèles de données. Ça peut être des hommes politiques qui veulent influencer des élections, ça peut être des gouvernements qui veulent contrôler leur population, et puis tout simplement des annonceurs qui veulent faire des profits. Voilà, donc la captologie, c'est cette matière, c'est enseigné à l'université aujourd'hui, à Stanford, et puis c'est dilué dans plein d'écoles de marketing en ligne, de développement, voilà, c'est cette croyance-là, la croyance de la donnée. Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui en parle bien et qui dit bien cette croyance-là n'est plus l'histoire, n'est plus le rapport au passé, mais bien espérer prédire l'avenir. Et le transhumanisme, c'est ça, c'est l'outil vient en support de l'homme, le relayer, s'immiscer en lui, et puis va garantir notre avenir, et on va essayer de le prévoir avant de comprendre ce qui s'est passé avant. On va devoir conclure, j'allais dire hélas, Florent, parce qu'on vous écouterait. En tous les cas, il faut se reporter vraiment à l'ouvrage, parce qu'il est beaucoup plus complet encore que le temps contraint nous oblige et vous oblige à résumer. Je voudrais aborder un dernier point. Je retiens ici, par exemple, page 213, vous demandez l'institution d'un droit à la protection de l'attention. Il s'agirait de reconnaître l'attention comme un bien commun à défendre. Vous dites l'attention est comme l'air et l'eau, un bien que nous détenons en quantité limitée. Ça rejoint le début de notre conversation, on prête attention. Alors, ça serait quoi cette protection selon vous? Parce que l'air et l'eau, ce sont des biens matériels et on sait la difficulté même qu'il y a à protéger l'eau et à rendre l'eau accessible à tout le monde, comme bien, j'allais dire, mondial, universel et gratuit. L'attention,
peut-être que vous allez me contredire, hein, relève plus de l'immatériel en quelque sorte, il me semble. Hein. Comment est-ce qu'on peut agir sur ce type de bien commun? Ça sera peut-être notre conclusion, enfin votre conclusion. Ah bah, c'est une vaste question philosophique et juridique, hein. Je n'ai pas Ouais. la réponse, la clé en main. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que reconnaître cette nature à l'attention servira et sert déjà et servirait à asseoir des droits plus localisés pour la protéger. D'accord. Donc aujourd'hui, très concrètement, au Parlement européen a été votée l'interdiction des publicités pour les mineurs sur les plateformes qui transitent par des biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, c'est ce qui se passe inconsciemment, c'est le fait que vous êtes influencé inconsciemment par ce qui se passe en ligne. Donc c'est toute la captologie dont on parlait. Mhm. Bon, ça, c'est une façon de protéger l'attention des plus faibles, c'est-à-dire des travailleurs et des mineurs, des enfants. Interdire l'utilisation des biais cognitifs, par exemple. Ça, c'est dire, aujourd'hui, quand j'ouvre Facebook, j'ai pas le choix, j'ai des pubs, des contenus que les amis mettent en avant, des contenus que Facebook met en avant. Tout cela est fait pour qu'on maximise l'engagement utilisateur. Je pourrais très bien dire, non, 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 ce design, en termes d'attention, me coûte tant. En anglais, c'est we pay attention, on paye l'attention. Donc peut-être qu'ils sont plus conscients que c'est pas un prêt gratuit. On le paye réellement du temps passé qu'on ne rattrapera plus. Donc je choisis au contraire un design, une interface qui est respectueuse de mon attention et ne fait pas appel à mes biais cognitifs. C'est un fil chronologique, par exemple. Vous voyez, ou quelque chose que vous pouvez vous-même paramétrer. Et là, tout d'un coup, vous avez d'un côté une interface qui va vous faire passer 4 heures dessus et puis vous confronter à des contenus saillants, émotionnels, etc. Je reviens pas dessus, à des contenus que vous maîtrisez et où vous êtes en mesure de visualiser, vous, ce que vous consentez, ce qui en est fait. Donc ça, le web va forcément évoluer avec des formes de régulation de ce type-là, où on va comprendre combien de données j'ai données, combien elles ont été valorisées, à qui elles ont été vendues. On n'a pas parlé du péril écologique de tous ces matériels, mais on aurait pu en parler longuement, de la question de l'écologie, de la décroissance, etc. Mais aujourd'hui, sur les sites, on commence à rendre visible quelle est la consommation écologique que représente la consultation d'une vidéo, la consultation d'une image, l'envoi d'un mail, etc. Tout ça, c'est réellement massif et c'est global. Donc ça, ce sont des exemples de protection de l'attention qui sont concrets et qui seraient abrités par cette reconnaissance juridique plus large de la reconnaissance réellement de l'attention comme un bien commun à défendre, qui est effectivement en quantité finie, parce qu'il est hélas pas en quantité infinie, donc comme les ressources naturelles, mais par chance, on la détient tous. Donc pour ça, déconnectons, travaillons collectivement à des solutions politiques, protégeons les plus jeunes, régulons, et on va récupérer de l'attention et on va être capable à nouveau de recréer de la distance critique, du dialogue, du débat, reprendre la main sur ces outils et puis sur les travers de cette société. Voilà, et on retient les 3 verbes hein, dont vous évoquez, page 191, que vous évoquez, déconnecter, décélérer, décroître. Hein, parce que vous dites aussi que la croissance verte, c'est un leurre. Hein, enfin, c'est pas quelque chose qui vous semble opérationnel, si je puis dire, hein, dans ce processus. Je remonte votre livre, hein, parce que, alors même si vous dites cette guerre... c'est une guerre de tranchées et nous sommes peut-être déjà en train de la perdre. C'est la fin, mais c'est pas votre livre est pas pessimiste. Il est d'une grande lucidité et je le montre. Voilà, je vous remercie beaucoup, hein, Florent, et vous transmettrez nos meilleurs sentiments à Yves-Marie qui était pas avec vous, Oui. et bonne continuation à Lève les yeux. Hein, voilà, merci beaucoup, merci Florent. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous.